Le jour où mon mari a été enterré, le ciel de Bordeaux avait cette couleur d'étain que prennent parfois les fins de vendange, quand la terre semble déjà savoir ce que les vivants refusent encore d'admettre. Je me tenais droite, dans mon manteau noir, entre les rangs de vignes de châteaux rouges, comme on tient une promesse au bord d'un gouffre. À 60 ans, on n'apprend plus à pleurer en public. On apprend seulement à laisser le chagrin descendre plus bas, là où personne ne peut le commenter. Autour de moi, les voix se faisaient basses, presque élégantes. On parlait de Philippe, comme on parle des hommes qui ont su faire fortune sans jamais hausser le ton. On évoquait son palais, sa patience, son nez pour les grands millésimes, sa manière de reconnaître un mensonge comme il reconnaissait une note de cuir dans un vieux Saint-Émilion. Personne ne disait qu'il avait aussi passé les 10 dernières années de sa vie à m'apprendre les textes, les statuts, les clauses, les subtilités du droit des successions, comme d'autres transmettent une recette ou une terre. Il disait qu'un domaine ne survit pas seulement par la beauté de ses pierres, mais par la lucidité de ceux qui le défendent. Je regardais la fosse se refermer sur lui avec cette sensation étrange que le silence n'était pas un vide, mais une présence. Un silence lourd, attentif, presque organisé. Les employés du domaine baissaient les yeux. Le notaire, maître Valette, gardait ses gants gris serrés dans une main. Et Julien, le fils que Philippe avait eu bien avant moi, se tenait à quelques pas, la bouche déjà tendue de cette impatience sèche qu'il appelait lui du pragmatisme. Il avait 40 ans passés, les tempes déjà un peu creusées, le regard brillant de ceux qui comptent pendant que les autres se recueillent. À son bras, Chloé portait un tailleur crème, beaucoup trop clair pour un enterrement. Elle avait ce genre d'élégance agressive qui ne cherche pas l'accord, mais la domination. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la terre humide, et j'ai pensé, avec une ironie qui m'a presque réchauffé, que même le sol de Châteaurouge semblait hésiter à la porter. La cérémonie s'est achevée dans une retenue impeccable. Quelques mains se sont posées sur mon avant-bras, quelques mots de circonstance ont glissé autour de moi comme de l'eau froide sur du marbre. Je remerciais, j'inclinais la tête. J'étais veuve depuis moins d'1 heure, et déjà chacun reprenait sa place dans le théâtre des convenances. C'est au moment où les voitures commençaient à quitter l'allée de cyprès que Julien s'est approché de moi. Il n'a pas attendu que nous soyons seuls tout à fait. Il s'est contenté de choisir ce demi-isolement très français où l'on peut blesser sans avoir l'air de scandaliser. Il s'est penché légèrement vers moi. J'ai senti son parfum avant ces mots. « Mireille, il va falloir être raisonnable. Tu as 48 heures pour libérer la chambre principale. Chloé a besoin d'espace. Nous allons repenser l'intérieur. Cette maison doit entrer dans une autre époque. » Il n'avait pas dit « notre maison », il n'avait pas dit « après discussion », il n'avait pas dit « quand tu te sentiras prête », il avait dit cela comme on annonce un changement de traiteur. J'ai tourné la tête vers lui. Son visage était calme, presque bienveillant. C'est toujours ainsi que commencent les formes les plus raffinées de cruauté, avec une voix basse, un ton mesuré et l'assurance obscène de ceux qui se croient déjà chez eux. « La chambre principale, Mireille, est ma chambre », ai-je répondu. Un sourire a à peine touché sa bouche. Juridiquement, les choses vont être un peu plus complexes que cela. Ne rends pas tout plus pénible. Cette phrase, je l'ai entendue comme on entend un verre se fendre sans encore voir la cassure. Derrière lui, Chloé observait la façade du château avec l'œil d'une femme qui ne regarde pas une demeure, mais un projet. Les volets bordeaux, la pierre blonde, les balustrades, les rosiers d'hiver, tout semblait déjà traduit dans son esprit en devis, en démolition, en surface à rentabiliser. Je n'ai rien dit de plus, pas parce que j'étais vaincue, parce qu'à cet instant précis, au bord de la tombe encore fraîche de mon mari, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Il ne venait pas seulement pour hériter, il venait pour effacer. Et dans certaines familles, l'effacement est une violence plus froide que le vol. Le lendemain de l'enterrement, Châteaurouge ne ressemblait déjà plus à la maison que Philippe avait laissée derrière lui. Les grandes fenêtres donnaient toujours sur les mêmes rangs de vignes, mais quelque chose dans l'air avait changé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les domestiques parlaient moins fort, les portes se refermaient plus doucement, et dans les couloirs, je sentais ce mouvement invisible que prennent les maisons quand un pouvoir nouveau tente de s'y installer.
Julien et Chloé ne sont pas arrivés progressivement. Ils sont entrés comme une marée. 3 camions sont apparus dans l'allée de cyprès à 8 heures du matin. Des hommes en vestes fluorescentes ont commencé à transporter des caisses, des rouleaux de tissu, des panneaux, des meubles emballés dans du plastique. J'observais la scène depuis la fenêtre de la bibliothèque, la même pièce où Philippe et moi avions passé tant d'heures à discuter de vin, de contrats et de l'avenir du domaine. Chloé dirigeait tout. Elle marchait d'un pas rapide, un carnet électronique à la main, donnant des instructions avec cette autorité impatiente de ceux qui pensent améliorer le monde en effaçant ce qui existait avant eux. Non, ces tableaux-là partent au grenier, et cette commode Louis XVI, inutile. La salle de réception doit respirer. Respirer. C'était un mot étrange pour parler d'une pièce dont les murs portaient 2 siècles d'histoire. Vers midi, j'ai entendu le premier bruit de verre brisé. Je suis descendu dans le grand salon. 2 ouvriers décrochaient les portraits de la famille. Les ancêtres de Philippe, peints dans des tons sombres, avaient regardé passer des guerres, des crises, des vendanges catastrophiques et des millésimes mythiques. À présent, leurs cadres reposaient contre un mur, comme des invités qu'on aurait oubliés. Chloé se tenait au centre de la pièce. « Mireille, » a-t-elle dit avec un sourire presque compatissant, « vous savez, ces choses donnent une impression un peu poussiéreuse. Les acheteurs modernes veulent de la lumière. » Les acheteurs. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une menace polie. Je me suis approché d'un portrait. C'était celui du grand-père de Philippe, peint en 1912. L'homme portait une moustache fine et un regard dur. Je me suis demandé ce qu'il aurait pensé de cette scène. « Châteaurouge n'est pas un hôtel », ai-je dit calmement. Chloé a incliné la tête. Justement, il pourrait le devenir. Julien est entré à ce moment-là, tenant un dossier sous le bras. Il n'avait même pas pris la peine d'enlever son manteau. Il observait la pièce avec la satisfaction froide d'un homme qui voit un plan se réaliser. « Mireille, j'espère que tu as commencé à préparer tes affaires. » Je n'ai pas répondu. Il a poursuivi d'un ton presque pédagogique. « La chambre principale va être entièrement refaite. Chloé travaille avec un architecte d'intérieur de Paris. Et il serait inconfortable pour tout le monde que tu restes là. » « Inconfortable pour qui ?» Un léger silence a suivi, puis Chloé a répondu avant lui. « Pour vous, évidemment. L'escalier principal va être en travaux. » Elle mentait avec élégance. C'était presque une qualité chez elle. Julien a posé le dossier sur la table. Nous avons préparé une solution plus raisonnable. Il m'a conduit vers l'escalier de service, celui que les domestiques utilisaient autrefois. Au bout du couloir, une petite porte menait à l'ancien appartement de la gouvernante, une chambre étroite sous les combles, avec une seule fenêtre donnant sur les vignes et un radiateur qui fonctionnait seulement quand il en avait envie. « Voilà, » a dit Julien, « ce sera très bien pour toi, temporairement. » Je suis resté immobile quelques secondes. Ce n'était pas seulement une question de confort, c'était une déclaration de territoire, une manière de me déplacer symboliquement hors du cœur de la maison. Je connaissais trop bien ce type de stratégie pour ne pas comprendre la logique. Quand on veut chasser quelqu'un, on commence par réduire son espace. Je suis entré dans la petite chambre. Le plafond était bas, l'air froid. Julien s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. « Tu verras, Mireille, avec le temps, tout devient plus simple. » Je me suis tourné vers lui. Oui, le temps simplifie beaucoup de choses. Il a cru que j'acceptais. Mais en réalité, à cet instant précis, je commençais simplement à observer, à écouter, à mémoriser. Parce que dans les grandes maisons comme Châteaurouge, la véritable guerre ne se gagne jamais dans les salons. Elle se gagne dans le silence. La première chose que j'ai apprise en vivant longtemps dans une maison ancienne, c'est que les murs parlent. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec des bruits, des habitudes, des silences. Une porte qu'on ferme trop vite, un tiroir qu'on ouvre trop tard dans la nuit, un pas qui hésite. Les jours qui ont suivi mon installation dans la petite chambre sous les combles ont été étrangement calmes, trop calmes. Julien et Chloé semblaient occupés à transformer Châteaurouge en une version simplifiée de lui-même. Des ouvriers entraient et sortaient, les tapis disparaissaient, les meubles anciens étaient emballés dans du plastique, étiquetés comme des objets encombrants plutôt que comme des fragments d'histoire.
Moi, je devenais une silhouette, une présence qu'on tolère parce qu'elle ne fait pas de bruit. Julien avait commencé à me rendre visite chaque matin, toujours avec la même politesse mécanique. « Comment as-tu dormi, Mireille ?» Il me parlait comme on parle à quelqu'un dont on vérifie la résistance. Un matin, il m'a apporté une petite boîte blanche. « Le médecin a dit que tu devais te reposer davantage. Ce sont des compléments pour t'aider à dormir. » Le mot « médecin » avait été prononcé avec une neutralité étudiée. J'ai pris la boîte sans répondre. Depuis que Philippe était mort, je savais que chaque geste autour de moi devait être regardé comme une hypothèse, pas encore comme une attaque, mais comme un mouvement dans une partie plus longue. Les comprimés étaient petits, ovales, d'un blanc trop parfait. La première nuit, j'en ai pris un. Le sommeil est tombé sur moi comme une nappe épaisse, un sommeil sans rêve, sans souvenir, sans continuité, le genre de sommeil qui efface les contours du temps. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la tête lourde, la bouche sèche. Dans la cuisine, Chloé préparait du café. « Vous avez l'air fatigué », a-t-elle dit avec ce sourire poli qu'on réserve aux malades imaginaires. J'ai répondu calmement. « Les nuits sont longues dans les vieilles maisons. » Elle m'a observé quelques secondes, puis elle a repris son téléphone. Les jours suivants ont confirmé ce que je pressentais. Les comprimés me rendaient lente. Les phrases des autres semblaient arriver légèrement en retard dans mon esprit. Parfois, je perdais un mot simple, une date, une intention. Une fois, j'ai laissé une casserole sur le feu un peu trop longtemps. Julien est apparu immédiatement dans l'encadrement de la porte, trop vite. Son téléphone était déjà levé. Il filmait. « Tu vois ?» a-t-il dit d'une voix douce, presque compatissante. « C'est exactement ce qui m'inquiète. » Je n'ai pas protesté. Je savais que protester aurait donné à la scène une énergie dont il avait besoin. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée dans le jardin incapable de me souvenir pourquoi j'étais sortie. Le froid de l'hiver bordelais mordait les vignes nues. Les rangs noirs s'étendaient comme des lignes d'écriture oubliées. Julien m'observait depuis la terrasse. Encore une fois, son téléphone était dans sa main. Il ne cherchait pas à cacher ce qu'il faisait. Au contraire, il voulait que je comprenne. Un soir, j'ai entendu Chloé parler dans le salon, pensant que j'étais déjà montée me coucher. Avec quelques vidéos comme ça, le dossier sera solide. Julien a répondu calmement. La tutelle sera simple, le juge verra tout de suite. La tutelle. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une lame. En droit français, la tutelle n'est pas seulement une protection, c'est une dépossession. Une personne déclarée incapable de gérer sa vie devient un territoire administré par un autre. Je me suis assise sur le bord de mon lit. La petite chambre était glaciale. Le vent passait sous la fenêtre mal isolée. Sur la table de chevet, la boîte blanche me regardait comme un objet banal. Je l'ai ouverte. Les comprimés étaient toujours là, parfaitement alignés. J'en ai pris un entre mes doigts. Puis je l'ai posé sur la table, parce qu'à cet instant précis, quelque chose dans mon esprit s'était clarifié. Julien croyait préparer un dossier, il croyait construire une preuve. Mais dans les guerres silencieuses, celui qui croit observer est parfois déjà observé. Et je savais désormais une chose avec certitude. Quelqu'un essayait de fabriquer ma faiblesse. Il ne me restait plus qu'à comprendre comment transformer cette faiblesse en piège. La visite du juge des tutelles a eu lieu un matin gris de février. Je l'ai su avant même que Julien ne vienne frapper à ma porte. Dans les grandes maisons, certaines journées portent une tension particulière, comme si l'air lui-même devenait plus attentif. Les domestiques parlaient à voix plus basse. Chloé marchait plus lentement, mais avec cette concentration nerveuse des acteurs avant une scène importante. Julien est apparu dans l'encadrement de ma petite chambre sous les combles. Il portait un costume sombre, impeccable, comme pour une réunion d'affaires. « Mireille, nous avons de la visite aujourd'hui », a-t-il dit avec une douceur presque affectueuse. Je savais déjà de quelle visite il parlait. Le juge des tutelles ne se déplace pas souvent dans les propriétés privées, mais lorsqu'il le fait, c'est que quelqu'un a soigneusement préparé le terrain. Je me suis levée lentement. La nuit précédente, j'avais volontairement pris un des comprimés que Julien m'apportait chaque matin, juste assez pour que mon esprit flotte dans cette brume légère qu'il espérait voir devenir permanente.
Dans le miroir étroit de la chambre, mon visage semblait plus pâle que d'habitude, les traits légèrement relâchés, les yeux un peu perdus. Julien m'observait. Il avait l'air satisfait. Nous avons descendu l'escalier principal. Dans le salon, un homme d'une 50aine d'années se tenait près de la cheminée. Costume sombre, mallette en cuir, regard attentif. À côté de lui, Maître Valette, le notaire, gardait son expression prudente. « Madame Mireille Delmas » demanda l'homme. Sa voix était neutre, mais pas hostile. « Oui » ai-je répondu. « Je suis le juge Lenoir. Nous devons simplement échanger quelques minutes. » Julien s'est installé dans un fauteuil, légèrement en retrait. Il avait pris soin de poser son téléphone sur la table basse, écran dirigé vers nous. Je savais qu'il enregistrait. Le juge s'est assis face à moi. « Comment vous sentez-vous depuis le décès de votre mari ?» La question était simple. Je me suis concentré pour répondre, mais j'ai laissé un léger flottement s'installer. « C'est difficile », ai-je dit après quelques secondes. Le juge a hoché la tête. « C'est naturel. Pouvez-vous me dire quelle date nous sommes aujourd'hui ?» J'ai regardé la fenêtre. Les vignes dormaient sous le ciel d'hiver. Le chiffre m'a échappé volontairement. Février, je crois. Julien a soupiré doucement, comme un fils accablé par la fragilité d'une mère. Le juge a poursuivi. « Et pouvez-vous me rappeler le nom du domaine dans lequel nous nous trouvons ?» J'ai fermé les yeux un instant, comme si le souvenir me fuyait. « Le château... » Chloé s'est déplacée derrière le juge. Je pouvais presque sentir son sourire. Le juge a pris quelques notes. « Votre beau-fils m'a signalé plusieurs incidents récents. Une casserole oubliée sur le feu, des promenades nocturnes dans les vignes, des oublis fréquents. » Julien a alors sorti son téléphone. « J'ai quelques vidéos, monsieur le juge, pour illustrer. » L'écran a montré l'image de moi dans la cuisine, immobile devant la cuisinière. Puis une autre scène où je marchais dans le jardin, l'air désorienté. Les images étaient silencieuses, mais terriblement efficaces. Le juge les a regardées sans expression. Puis il s'est tourné vers moi. « Madame, gérez-vous toujours les affaires du domaine ?» La question a été capitale. En droit français, la capacité de gérer ses biens détermine souvent la nécessité d'une mesure de protection. Je me suis redressé légèrement, mais j'ai laissé ma voix trembler. Philippe s'occupait de tout. Julien a posé une main théâtrale sur la coudoir. « C'est exactement ce qui m'inquiète, monsieur le juge. Je veux simplement protéger Mireille. Elle ne devrait pas avoir à porter ce poids. » Le mot « protéger » ressonnait avec une ironie presque élégante. Le juge Lenoir est resté silencieux quelques secondes. Puis il a refermé son carnet. Dans l'attente d'une expertise médicale complète, je vais prononcer une mesure provisoire. Julien s'est légèrement penché vers l'avant. Monsieur Julien Delmas sera désigné administrateur provisoire des biens de Madame Mireille Delmas. Le silence dans le salon est devenu dense. Julien avait gagné la première manche. Le juge s'est levé. Cette décision n'est pas définitive. Une évaluation médicale indépendante sera nécessaire. Mais Julien n'écoutait déjà plus. Dans son regard, je pouvais lire cette satisfaction glacée de l'homme qui croit avoir sécurisé son avenir. Lorsque la porte s'est refermée derrière le juge, Chloé a laissé échapper un léger rire. Julien s'est tourné vers moi. « T'y vois, Mireille » dit-il doucement. « Tout devient plus simple quand on accepte la réalité. » Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond de moi, une autre certitude venait de naître. Julien croyait avoir obtenu le pouvoir, mais dans les batailles juridiques, la décision provisoire n'est jamais la fin de l'histoire. C'est souvent seulement le moment où les adversaires cessent de se cacher. Les jours qui ont suivi la décision du juge ont transformé Château-Rouge en une maison administrée plutôt qu'habitée. Julien circulait désormais dans les pièces comme un directeur nommé par un conseil invisible. Les dossiers s'accumulaient sur la grande table de la bibliothèque, des enveloppes administratives apparaissaient sur les meubles comme des feuilles mortes. Il parlait souvent au téléphone, toujours d'une voix calme, presque professionnelle. « Oui, je suis désormais administrateur provisoire. Non, la situation est sous contrôle. » Le mot « contrôle » revenait souvent. Pour lui, la maison n'était plus un lieu de mémoire, c'était un actif.
Moi, je continuais d'habiter la petite chambre sous les combles. Julien avait pris soin d'expliquer au personnel que cette décision était plus confortable pour moi. Personne n'osait contester. Dans les grandes propriétés, l'autorité change parfois plus vite que les loyautés. Mais une chose avait changé. Depuis la visite du juge, Julien me considérait comme un problème résolu, et les hommes qui croient avoir gagné deviennent souvent moins attentifs. Un après-midi, alors que les ouvriers vidaient une ancienne réserve derrière le chai, j'ai entendu le bruit familier du bois qu'on déplace sans précaution. Des caisses anciennes, couvertes de poussière, étaient entassées près de l'escalier qui descendait vers la cave historique. « Tout ça part au recyclage », disait l'un des ouvriers. Je suis descendu lentement. La cave de Château-Rouge était un monde à part. L'air y était plus froid, plus dense. L'odeur du chêne humide et du vin ancien flottait comme une mémoire liquide. Au fond du couloir, derrière une étagère déplacée, une petite niche de pierre était apparue. Elle avait été murée autrefois par une simple planche. Je connaissais cet endroit. Philippe y rangeait parfois des documents qu'il appelait « les papiers que l'on garde pour les jours moins simples ». La planche avait été arrachée sans précaution. À l'intérieur, une boîte métallique était restée intacte. Je l'ai ouverte. Le couvercle a grinci doucement. À l'intérieur, plusieurs dossiers reliés par des élastiques jaunis, des copies d'actes, des relevés fiscaux et un carnet de notes écrit de la main de Philippe. Je me suis assise sur un vieux tonneau pour lire. Plus les pages avançaient, plus une image précise se formait. Julien n'était pas seulement impatient, il était pressé. Des relevés bancaires montraient des transferts vers des plateformes d'investissement à l'étranger, des montants considérables, des dates rapprochées, puis des avis de relance de l'administration fiscale, des pénalités, et enfin un document qui expliquait tout. Une correspondance d'un cabinet d'avocats fiscalistes de Paris. Les mots étaient prudents, mais le message était clair. Julien devait plusieurs centaines de milliers d'euros au fisc. Je suis resté immobile quelques minutes. Dans la cave, le silence était presque parfait. Seul un léger goutte à goutte tombait quelque part dans l'obscurité. Alors j'ai compris. Julien ne voulait pas seulement hériter, il avait besoin de vendre vite. Un autre dossier confirmait ce que je redoutais. Une lettre d'intention d'achat signée par une société industrielle. Le projet était brutal, raser une partie du domaine pour construire un centre logistique. Les vignes deviendraient un parking, la maison un bâtiment administratif. Tout ce que Philippe avait protégé pendant 40 ans serait réduit à une valeur foncière. J'ai refermé la boîte. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est durci avec une clarté presque froide. Julien croyait me détruire lentement avec ses médicaments, ses vidéos et ses procédures, mais en réalité, il m'avait offert quelque chose de beaucoup plus précieux, son secret. Et dans certaines batailles, connaître le secret de son adversaire vaut plus que posséder toutes les armes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans la petite chambre, sous les combles, le vent de février passait sous la fenêtre comme une respiration lente. J'étais assise à la petite table de bois, la boîte métallique ouverte devant moi, les documents de Philippe soigneusement étalés comme des cartes d'un jeu dont je commençais seulement à comprendre les règles. Julien croyait que j'étais une femme brisée. C'était son erreur la plus confortable. Dans la guerre silencieuse qui s'installait à Château-Rouge, la première victoire consistait à accepter le rôle que l'ennemi vous attribue. Alors, le lendemain matin, j'ai continué à être Mireille la fragile. Quand Julien est venu frapper à ma porte avec son éternelle boîte de comprimés, je lui ai offert le spectacle qui l'attendait. Je me suis levée lentement. Mes gestes étaient hésitants, mon regard légèrement perdu. « Tu dois prendre ton traitement, Mireille, » dit-il d'une voix douce. J'ai hoché la tête. Il a posé le verre d'eau sur la table de chevet. J'ai pris le comprimé devant lui. Il m'observait attentivement. Puis, je l'ai avalé. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Dès qu'il est sorti de la pièce, je suis allé vers le petit ficus placé près de la fenêtre. Philippe l'avait offert à la gouvernante il y a 20 ans. L'arbre survivait à tout. J'ai enfoncé le comprimé dans la terre humide. Les jours suivants ont suivi le même rituel.
Je prenais les comprimés devant Julien, et le ficus devenait lentement un cimetière discret de tranquillisant. Peu à peu, mon esprit s'est éclairci, les brumes artificielles se sont dissipées. Mes pensées retrouvaient leur précision ancienne. Et avec la clarté revenait la stratégie. J'avais besoin d'un témoin, pas un ami, pas un voisin, quelqu'un dont la parole aurait un poids juridique immédiat. Le soir du 4e jour, j'ai utilisé le vieux téléphone portable de Philippe. Julien n'avait jamais pris la peine de vérifier ce tiroir de bureau. Pour lui, les objets anciens n'avaient aucune utilité. Dans mes contacts, un numéro était resté enregistré. Maître Bernard Renaud, huissier de justice. Philippe disait souvent que les huissiers étaient les historiens discrets des conflits humains. Ils ne prennent pas parti, ils constatent. La ligne a sonné 2 fois. « Maître Renaud ?» répondit une voix calme. Je n'ai pas donné de détails inutiles. Ici Mireille Delmas, de Châteaurouge. J'aurais besoin d'un constat discret, concernant des atteintes au patrimoine du domaine. Un court silence a suivi. « Je peux passer demain matin », dit-il simplement. Le lendemain matin, Julien et Chloé étaient partis à Bordeaux pour rencontrer, disait-il, un investisseur. L'huissier est arrivé à 10 heures précises. Un homme mince, cheveux gris, regard méthodique. Il avançait dans la maison comme un médecin dans un hôpital ancien, sans curiosité apparente, mais en notant tout. Je l'ai conduit dans les pièces transformées par les travaux, les portraits entassés contre un mur, les meubles anciens abîmés, les factures d'entretien du toit que Julien avait suspendues. Dans le jardin, il a photographié les tas de gravats où reposaient des fragments de sculptures. Chaque image était accompagnée de notes précises. « Constat de dégradation d'un bien patrimonial », murmura-t-il en écrivant. Puis je l'ai conduit dans la cave. Je lui ai montré la niche, la boîte métallique, les documents. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement pris des copies certifiées. Avant de partir, il m'a regardé avec cette neutralité professionnelle qui dissimule parfois une forme de respect. « Madame Delmas, dit-il calmement, les faits que j'ai constatés peuvent avoir plusieurs implications juridiques. » Je le savais. Abus de faiblesse, gestion frauduleuse, atteinte au patrimoine. Julien croyait préparer un dossier contre moi. Mais désormais, quelque part dans une étude d'huissier de Bordeaux, un autre dossier commençait à exister. Un dossier où chaque pièce racontait une histoire différente. Et dans cette histoire-là, la veuve fragile devenait lentement l'observatrice patiente d'une chute qui n'avait pas encore commencé. Les jours suivants ont pris une couleur étrange, une tranquillité presque artificielle, comme ces instants suspendus avant qu'un orage ne s'abatte sur les vignes. Julien semblait détendu. Depuis la décision provisoire du juge, il se comportait comme le propriétaire naturel de Châteaurouge. Il passait des appels dans le grand salon, parlait de valorisation du terrain, de projets logistiques. Et parfois, le soir, je l'entendais rire avec Chloé en imaginant les transformations futures de la propriété. Ils avaient cessé de se méfier de moi. C'était exactement ce que j'attendais. Car pendant qu'ils rêvaient d'avenir, je préparais simplement les circonstances. Le toit du château avait toujours demandé un entretien régulier. Philippe le disait souvent, une vieille maison ne s'écroule jamais d'un coup, elle cède d'abord par une gouttière oubliée. Julien avait annulé plusieurs interventions de maintenance pour économiser quelques milliers d'euros. Je l'avais vu dans les factures que l'huissier avait photographiées. Un matin, j'ai monté l'escalier étroit qui menait au grenier. Personne ne m'avait suivi. Sous les tuiles, l'air était froid et poussiéreux. Une petite lucarne donnait sur les vignes, grises sous le ciel d'hiver. J'ai observé les poutres, les joints, les vieilles traces d'humidité laissées par les pluies passées. Il suffisait parfois d'un détail pour réveiller la fragilité d'une maison. Je n'ai rien cassé, je n'ai rien détruit. J'ai simplement déplacé légèrement une tuile déjà fissurée au-dessus de la chambre principale, celle que Julien et Chloé avaient immédiatement revendiquée après la mort de Philippe. Une ouverture presque invisible, un défaut minuscule. Mais à Bordeaux, la pluie finit toujours par trouver son chemin.
3 jours plus tard, le ciel s'est assombri. La pluie est arrivée en fin d'après-midi, lourde, persistante, comme ces pluies d'hiver qui s'installent pendant des heures. Dans les couloirs du château, on entendait le vent siffler contre les volets. Je lisais tranquillement dans la petite chambre sous les combles quand le premier cri de Chloé a traversé la maison. « Julien, l'eau !» Les pas ont résonné dans l'escalier. Une agitation brusque, des portes qui s'ouvrent. Je suis descendu lentement. Dans le couloir principal, l'eau tombait déjà du plafond, goutte après goutte, directement sur le tapis persan que Chloé avait acheté 2 semaines plus tôt. Dans la chambre principale, la scène était presque théâtrale. Des vêtements de luxe étalés sur le lit, des boîtes ouvertes et une large tache d'humidité qui s'étendait sur le plafond. Julien était furieux. « C'est impossible, le toit a été inspecté l'année dernière. » Chloé essayait de sauver ses sacs en cuir posés près de la fenêtre. Je suis restée à l'entrée de la pièce. « Les vieilles maisons sont imprévisibles, » ai-je dit doucement. Julien s'est tourné vers moi. Son visage était rouge de colère. « Si tu savais quelque chose et que tu n'as rien dit, c'est de la négligence. » Sa voix avait perdu toute élégance. Je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé parler. Parce qu'au-dessus de la porte du couloir, presque invisible dans l'ombre du plafond, une petite caméra venait d'enregistrer chaque seconde de la scène. Elle avait été installée 2 jours plus tôt, officiellement sous la supervision de l'huissier. « Dispositif de sécurité pour la protection du patrimoine », disait la déclaration signée. Julien, lui, n'avait jamais pris la peine de lire ce document. Et tandis que la pluie continuait de tomber sur Châteaurouge, je regardais son visage déformé par la colère avec une étrange sérénité, car pour la première fois depuis la mort de Philippe, Julien venait de faire une erreur en public, une erreur qui désormais existait quelque part sur un enregistrement légal, et dans certaines batailles, un seul moment de vérité suffit à faire basculer toute l'histoire. Quelques semaines plus tard, Julien m'a annoncé que nous devions nous rendre chez le notaire. Il avait choisi le moment avec une précision presque élégante. Le dossier de tutelle avançait lentement. Les travaux dans la maison continuaient. Et dans son esprit, tout indiquait que je devenais de plus en plus dépendante de lui. Ce matin-là, il m'attendait dans l'allée du château, les clés de la voiture déjà en main. « Nous avons rendez-vous à l'étude notariale à Bordeaux, » dit-il. « Il faut régler certaines formalités concernant la propriété. » Le mot « formalité » avait cette neutralité administrative qui masque souvent les décisions irréversibles. Chloé se tenait près de la voiture, vêtue d'un manteau clair. Elle semblait de bonne humeur. Pour elle, la journée ressemblait probablement à une étape finale, la signature d'un projet qu'elle imaginait déjà accompli. Pendant le trajet, personne ne parlait beaucoup. La route serpentait entre les vignes encore nues de l'hiver. Je regardais les rangs réguliers disparaître derrière la vitre comme les lignes d'un livre que je connaissais déjà par cœur. Julien conduisait avec assurance. Dans son esprit, cette journée marquait la fin d'une résistance inutile. L'étude notariale se trouvait dans un ancien hôtel particulier du centre de Bordeaux. Les murs de pierre claire, les escaliers silencieux, les bureaux tapissés de dossiers donnaient toujours à ces lieux une atmosphère particulière, un mélange d'ordre, de discrétion et de décision irrévocable. Maître Valette nous attendait. Son visage portait cette expression professionnelle que les notaires adoptent lorsqu'ils assistent à des situations familiales délicates. Ni jugement, ni sympathie excessive, simplement une présence. Nous nous sommes assis autour de la grande table. Julien posa immédiatement un dossier devant moi. « Mireille, » dit-il calmement, « il s'agit simplement de signer un mandat pour simplifier la gestion de la propriété. » Il parlait comme on explique un document administratif banal. La vente du domaine permettra de régler certaines dettes et d'assurer ton confort futur. Nous avons même trouvé une maison de repos très agréable près de l'océan. Chloé souriait légèrement. Une vue magnifique sur la mer, ajouta-t-elle, et un personnel très attentif.
Je regardais les feuilles posées devant moi. Le contrat était rédigé avec une précision impeccable, une procuration élargie, la possibilité pour Julien de vendre Châteaurouge au nom de l'administration provisoire. Tout était légal, ou presque. Julien s'est penché légèrement vers moi. « Tu n'as qu'à signer ici », murmura-t-il en posant un stylo près de ma main. Après tout ce que nous avons traversé, il est temps que les choses deviennent simples. Il avait ce sourire calme des hommes qui pensent que l'intelligence est toujours de leur côté. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Maître Valette observait la scène sans intervenir. Puis j'ai pris le stylo. Julien s'est redressé dans son fauteuil. Mais au lieu de signer, j'ai simplement levé les yeux vers lui. Et quelque chose dans mon regard a dû changer, parce que son sourire s'est légèrement figé. « Julien, ai-je dit doucement, avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais que nous parlions d'un détail. » Le mot « détail » semblait presque innocent. J'ai ouvert mon sac. À l'intérieur, plusieurs documents soigneusement classés attendaient leur moment. Maître Valette a immédiatement reconnu le premier. Une copie certifiée d'un constat d'huissier, puis une autre pièce, et encore une. Dans la pièce, le silence est devenu soudain beaucoup plus dense. Julien n'avait pas encore compris ce qui se passait. Mais moi, je savais déjà que la scène qu'il avait organisée pour me dépouiller allait bientôt devenir le théâtre de quelque chose d'entièrement différent. Car dans certaines histoires, le moment le plus dangereux pour un prédateur n'est pas lorsqu'il attaque, c'est lorsqu'il croit que la proie est déjà à terre. Julien observait les documents étalés devant moi comme un homme regarde une langue qu'il ne comprend pas encore. Son sourire, celui qu'il portait depuis le début de la réunion, se fissurait légèrement, mais il essayait encore de conserver cette assurance presque théâtrale qui l'avait accompagné tout au long de ces semaines. « Mireille, dit-il d'une voix douce, ce n'est vraiment pas le moment pour des complications. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Dans les bureaux silencieux de Maître Valette, on entendait à peine les bruits de la rue bordelaise derrière les fenêtres épaisses. L'horloge murale avançait avec une lenteur presque solennelle. Je me suis tournée vers le notaire. « Maître Valette, pourriez-vous lire la première pièce ?» Le notaire prit le document. Son regard parcourut les lignes avec la précision d'un homme habitué aux détails juridiques qui peuvent changer un destin. Constat dressé par maître Bernard Renaud, huissier de justice, lut-il calmement, concernant des dégradations volontaires et des modifications structurelles affectant le patrimoine immobilier du domaine Châteaurouge. Julien s'est légèrement redressé. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Je n'ai toujours pas levé la voix. Ce n'est pas une plaisanterie. Maître Valette continua. Photographie annexée. Suppression d'objets patrimoniaux, interruption volontaire de travaux d'entretien du toit. Chloé a changé de position sur sa chaise. Julien a posé sa main sur la table. Même si tout cela était vrai, cela ne change rien à la situation juridique. Je suis administrateur provisoire. Je me suis alors penché légèrement en avant. Justement, Julien, parlons de la situation juridique. J'ai sorti un second document. Le notaire n'a même pas eu besoin de le lire entièrement. Il a reconnu immédiatement le titre. « Donation entre époux », murmura-t-il. Julien fronça les sourcils. Je me suis tournée vers lui. Philippe avait signé ce document il y a 10 ans. Il me donne l'usufruit total du domaine. Julien ouvrit la bouche pour répondre. Je l'ai arrêté d'un simple geste. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. J'ai sorti un troisième dossier. Des statuts d'une société. Châteaurouge n'appartient pas directement à la famille, dis-je calmement. Il appartient à une société civile immobilière créée par Philippe. Maître Valette hocha lentement la tête. La SCI Châteaurouge, confirma-t-il. Julien avait perdu son sourire. Et alors, demanda-t-il sèchement, je tournai une page du dossier. Selon les statuts de cette SCI, le gérant, c'est-à-dire moi, possède un droit de préemption prioritaire sur toute cession de parts lorsque l'un des associés met en danger l'intégrité du patrimoine.
Le silence dans la pièce devint presque palpable. Je sortis alors le dernier document, et voici le relevé fiscal transmis par l'administration des finances publiques. Le notaire prit la feuille. Dette fiscale importante, mise en demeure. Je regardais Julien droit dans les yeux. Julien, tes dettes fiscales et ton projet de vente industrielle constituent une violation claire de la clause de protection patrimoniale de la SCI. Sa respiration avait changé. Je poursuivis doucement, ce qui signifie que j'ai le droit de racheter immédiatement tes parts, je laissai le silence s'installer, au prix nominal fixé lors de la création de la société. Le notaire referma lentement le dossier. « Juridiquement, c'est exact, dit-il. » Le visage de Julien devint pâle. « C'est absurde, murmura Chloé. Je me suis redressée. Non, c'est simplement la loi. Puis j'ai posé la dernière pièce sur la table, une enveloppe portant le sceau de l'huissier. À l'intérieur se trouvait la copie d'une plainte déposée 2 jours plus tôt. Abus de faiblesse. Julien comprit enfin. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, il n'avait plus aucun contrôle sur la situation. Et dans ses yeux, j'ai vu apparaître ce que je n'avais jamais observé chez lui, la peur. La fin n'a pas été spectaculaire. Les grandes tragédies familiales, en France, se terminent rarement dans les cris. Elles s'achèvent souvent dans un silence administratif, ponctué par quelques phrases juridiques et le bruit discret d'un stylo qui signe la fin d'un mensonge. Lorsque Julien a compris que les statuts de la SCI le privaient de tout levier réel, il a d'abord tenté de parler. Sa voix avait perdu cette assurance tranquille qui l'accompagnait depuis l'enterrement de Philippe. « Mireille, tu ne peux pas faire ça ?» Je l'ai regardé avec calme. « Je ne fais rien, Julien. J'applique simplement ce que ton père avait prévu. » Maître Valette était déjà en train de refermer les dossiers. Son regard était grave, mais pas surpris. Dans sa profession, il avait vu trop d'héritages devenir des champs de bataille. Puis, la porte du bureau s'est ouverte. 2 hommes sont entrés. Le premier était Maître Renaud, l'huissier qui avait dressé les constats à Châteaurouge. Derrière lui, 2 officiers de police attendaient dans le couloir. Julien s'est tourné brusquement vers eux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La réponse fut simple. « Monsieur Julien Delmas, dit calmement l'un des policiers, vous êtes convoqué dans le cadre d'une enquête pour abus de faiblesse et dissimulation fiscale. » Le silence qui suivit fut presque absolu. Chloé se leva brusquement. « C'est ridicule !» Mais les policiers restaient parfaitement calmes. Julien regardait la table comme si les documents allaient soudain disparaître. Il comprenait enfin que tout ce qu'il avait construit, les vidéos, la tutelle, la pression psychologique, s'était lentement retourné contre lui. Parce que chaque pièce qu'il avait utilisée pour prouver ma faiblesse était désormais devenue une preuve de manipulation. Il tenta encore une phrase. « Mireille !» Je ne répondis pas. Les policiers lui demandèrent simplement de les suivre. Lorsqu'il passa près de moi, je remarquai que ses épaules s'étaient légèrement affaissées. Ce n'était pas la posture d'un homme vaincu par un adversaire, c'était celle d'un homme qui découvre que l'histoire qu'il croyait écrire n'était jamais la sienne. Chloé resta seule dans le bureau quelques secondes, immobile, comme si le monde venait de se déplacer sans elle. Puis elle quitta la pièce sans un mot. Quelques jours plus tard, je suis retourné à Châteaurouge. La maison avait retrouvé son silence. Un vrai silence cette fois, pas celui des tensions cachées, mais celui des lieux qui respirent à nouveau. Les ouvriers avaient cessé leurs travaux absurdes, les portraits étaient revenus sur les murs. Dans la cave, les bouteilles reposaient dans l'obscurité paisible où elles avaient attendu des décennies. Je suis monté sur le balcon qui donnait sur les vignes. Le vent faisait bouger les rangs encore nus de l'hiver. Bientôt, les premières feuilles apparaîtraient. La vigne est patiente, elle survit à presque tout. Dans ma main, je tenais une bouteille que Philippe gardait pour les jours importants, un vieux millésime. Je l'ai ouverte lentement. Avant de boire, j'ai versé quelques gouttes sur la terre au pied du balcon. « Pour toi », ai-je murmuré. Puis j'ai levé le verre vers les vignes. Le vin avait ce goût profond que Philippe aimait tant, un mélange de temps, de patience et de mémoire. Je suis resté là longtemps, seul dans l'air froid de Bordeaux.
Parce que certaines victoires ne demandent pas ni applaudissements ni témoins. Elles se savourent simplement comme un grand vin, dans le silence retrouvé d'une maison qui a survécu. Il y a des histoires qui ne parlent pas seulement de justice ou d'héritage, elles parlent de quelque chose de plus profond, de la dignité. En repensant à tout ce qui s'est passé à Châteaurouge, je comprends aujourd'hui une chose que Philippe répétait souvent. Dans la vie, la force ne se voit pas toujours, elle ne crie pas, elle n'écrase pas les autres. La vraie force attend, observe et agit au moment juste. Beaucoup de personnes âgées connaissent cette sensation étrange. Un jour, ceux à qui vous avez donné votre temps, votre maison, parfois même votre amour, commencent à vous regarder comme un obstacle, comme si l'âge vous transformait lentement en objet fragile, en présence encombrante, en héritage déjà ouvert. Mais l'âge n'efface pas l'intelligence, ni la mémoire, ni le droit. Vieillir ne signifie pas devenir faible, cela signifie souvent avoir vu plus de choses que les autres et comprendre que certaines batailles ne se gagnent pas avec la force, mais avec la patience. Si cette histoire vous a touché, peut-être que vous vous êtes reconnu dans certains moments. Peut-être avez-vous aussi connu l'ingratitude, les conflits autour d'un héritage, ou simplement cette impression que votre place dans votre propre famille devenait incertaine. Alors je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de profiter de votre confiance ou de votre silence? Ou peut-être qu'avez-vous, comme moi, découvert un jour que la meilleure réponse n'était pas la colère, mais la lucidité? Si vous le souhaitez, racontez-nous votre histoire. Les histoires vraies, celles qui portent les traces du temps et de la vie, méritent d'être entendues. Elles peuvent aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Parce que parfois, partager un souvenir, une épreuve ou une victoire silencieuse peut éclairer quelqu'un qui traverse la même nuit. Alors dites-nous, quelle a été dans votre vie la plus grande trahison ou la plus belle révolte silencieuse?